Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur EDEN TV et Diaspora FM 102.3 pour le dernier numéro de Dimanche Politique, parlant bien sûr de l'année 2015. Nous recevons pour vous ce dimanche une personnalité. Avec lui sera dans un premier temps question d'aborder son actualité. On parlera de l'ambiance préélectorale, notamment les dispositions législatives et réglementaires de la période préélectorale. On a entendu, bien entendu, son parti politique, son alliance politique s'inquiéter de l'interdiction faite aux organes de presse de couvrir les activités préélectorales. Pourquoi? On va poser la question à notre invité. Et puis, certaines des propositions entendues de la part de la formation politique de notre invité vont dans le sens du remboursement des spoliés de la fait ICC Service. Est-ce une promesse électoraliste ou une réalité? On va lui poser la question. On va aborder également l'actualité sous-régionale qui nous recevons les éléments de réponse avec James William Bagidi. James, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Akad Benotin. Bonjour à nos amis auditeurs de Diaspora FM et à tous les téléspectateurs de EDEN TV. Nous recevons une personnalité ce jour. Il est né le 1er janvier 1956, c'est à Sedjedounou, à Zé plus précisément. C'est l'étude secondaire, il a effectué au lycée Béanzin de Porto Novo. Sa formation universitaire l'a conduit hors du Bénin, c'était notamment à Abidjan. Et puis à Toulouse, en France, où il a obtenu un doctorat. C'était en 1988, chose pour laquelle il se définirait lui-même comme un vieux docteur. Il obtient également son CAPA à Poitiers en 2005, et ce qui fait de lui un avocat au barreau depuis 2006. Dans son parcours professionnel, on retiendra qu'il est enseignant de droit, des contrats internationaux, de relations économiques internationales notamment, à l'École nationale d'administration et de magistrature, presque exclusivement pour ce qui concerne l'enseignement public. Il ne le voit pas beaucoup dans les facultés. Il est également actif au plan de sa profession en tant qu'avocat, bien sûr, sur les dossiers de la CCJA ou ADA, pour le compte de l'ERSUMA, l'école régionale que vous connaissez, d'autres sociétés de droit ivoirien. On l'a vu plus récemment défendre l'honorable Orou Séguiné dans l'affaire qu'il a opposée donc, au magistrat au niveau de Parakou. Quand on a donné toutes ces informations, vous devinez bien qu'il s'agit d'une personnalité proche de Abdoulaye Biotchani. C'est plus précisément Maître Raymond Dossa. Il est avocat, il est professeur d'université. C'est lui qui est donc l'invité de Dimanche Politique aujourd'hui, qui a accepté de nous faire l'honneur de cette présence sur nos plateaux. Raymond Dossa, bonjour et merci de venir chez nous. C'est moi qui vous remercie, M. Wagidi. Alors, première impression, vous êtes à EDEN TV pour la première fois. C'est vrai, peut-être que vous connaissez déjà la chaîne, vous en avez entendu parler. Il y a quelques mois déjà que nous essayons de vous faire venir chez nous. Enfin, vous y voici. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, merci de m'inviter. C'est vrai que nous avons essayé de venir ici un certain nombre de fois pour des raisons diverses. Ça n'a pas pu tenir. Je crois que ce jour où ça tient est le meilleur. Je tiens à vous remercier. Ma première impression, c'est que vous êtes une chaîne jeune, dynamique, et vous faites du bon travail. Je vous en remercie et je souhaite que vous continuez à aller dans le même sens. Merci à vous, Monsieur Raymond Dossa. Merci d'avoir accepté de partager ces moments de télévision et de radio avec nous. Vous êtes donc enseignant d'université reconnu pour vos talents d'orateur passé au barreau puis converti à la politique. Cela fait respectivement 10 ans et 6 mois, 10 ans environ, je crois, 10 ans. Pourquoi avez-vous choisi ces deux options, le barreau d'abord et après la politique? Je vous remercie, mais Monsieur Ménotin, il n'y a pas eu de choix alternatif. Le barreau, parce que c'est une profession, ça me permet d'exercer, ça me permet de vivre. Et puis, je suis devenu passionné de la politique, car j'ai travaillé avec le ministre Abdoulaye Biotchani quand il était ministre de l'économie et des finances. J'étais son conseiller juridique. Nous sommes restés en relation. Et lorsqu'il est revenu à la politique après avoir fait un tour au Fonds monétaire international,
naturellement, il m'a fait appel parmi les premières personnes qu'il a contactées et j'étais intéressé à l'accompagner. Donc nous avons, au sein de l'Alliance ABT, conduit la barque ABT ensemble avec un certain nombre d'amis depuis 2010. Très bien. Et votre actualité personnelle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Maître Raymond Dossa? Que Maître Raymond Dossa est enseignant à l'ENAM, il est avocat au barreau du Bénin et il est un homme politique qui est membre actif de l'Alliance ABT et proche du président ABT. Vous êtes porte-parole justement de l'Alliance ABT depuis bientôt un bon moment. Comment s'expliquer votre constance aux côtés de Abdoulaye Biotchane? Oui, la constance, on aurait pu dire aussi la fidélité. Je vous dirais que la fidélité dans l'engagement, la fidélité dans l'amitié, je le dois à mon père, à mon père qui m'a enseigné que dans la vie, pour avancer, il vaut mieux être fidèle. Et plus tard, j'ai compris que, comme vous aussi peut-être d'ailleurs, comme le dit la vieille maxime, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Donc, je préfère rester fidèle. Peut-être ceux qui ne le sont pas, qui vont de gauche à droite, ils ont des raisons de le faire. Moi, je n'ai aucune raison de partir de là où je suis. Je trouve que là où je suis, c'est le meilleur lieu où je peux faire mon expérience politique. J'y suis, j'y reste, à l'Alliance ABT. Après votre première expérience aux côtés de Abdoulaye Biotchane, il y a eu quand même deux régimes. On a d'abord eu le changement et après la refondation. Comment avez-vous résisté à ces deux régimes-là? On vous a-t-il pas appelé? Si, pour les mêmes raisons. Les appels ne manquent pas, les tentations aussi et les tentatives de vous débaucher, de vous mettre dans un camp sont monnaie courante, vous savez, dans le pays. Mais comme je vous ai dit, chacun doit savoir où il va. Chacun doit avoir dans la vie ses objectifs et les poursuivre. Et moi, je crois que les miens d'objectifs, je les poursuis dans la fidélité à mon camp. Vous le dites, mais est-ce que dans le cas où le président Biotchane commencerait à épouser des idées qui ne sont pas propres, ou du moins adaptées au vote, qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, est-ce que vous resterez fidèle? Parce qu'on le sait très bien, les hommes politiques béninois nous ont habitués à changer d'avis, à changer de posture. Il n'y a pas une ligne directrice toujours dans leur attitude. Et si jamais il arrive que le président Biotchane décide, par exemple, de rejoindre un camp politique pour lequel votre cœur ne bat pas, est-ce que vous seriez prêt à le quitter pour vos convictions? Non, tout à fait non. Je préfère vous dire que, en ce qui concerne le président Biotchane, vous ne le connaissez peut-être pas, lui au moins, il est constant, il écoute ses amis politiques, nous discutons, nous travaillons dans un cadre purement démocratique, il ne prendrait pas de décision si nous n'en avons débattu et si chacun n'a émis ses opinions. Donc je pense que si on doit aller faire dans un sens ou dans un autre et adopter telle ou telle orientation, nous en aurons débattu collectivement et ensemble, nous aurons adopté une solution. Ce n'est pas quelqu'un qui impose ses points de vue aux autres et surtout pas à ses amis politiques. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous nous entendons très bien. Il est vrai que vous êtes membre de l'Alliance ABT depuis pratiquement 5 ans et même plus. 10 ans et même plus. Maintenant, vous n'avez jamais été aux élections sur les listes de l'Alliance. Pour quelle raison? Non, je dis à tous ceux qui me posent cette question qu'il y a dans un mouvement politique plusieurs rôles à jouer. Il y a plusieurs rôles. Si tout le monde allait aux élections, vous voyez un peu combien nous sommes à vouloir faire telle ou telle chose dans le pays pour éviter cette sorte j'allais dire, d'embourbement. Certains préfèrent aller aux élections locales, d'autres préfèrent aller aux élections législatives. Certains sont réservés pour l'élection présidentielle. Le président ABT lui-même, il n'est pas allé à d'autres élections. Moi, je pense que je peux jouer d'autres rôles dans le mouvement, ce que je fais par exemple aujourd'hui. Et si j'avais été sur le terrain,
parce que je suis député, parce que je dois voir mes militants, je ne saurais pas répondre à votre appel, par exemple, ce matin. Non, il y a plusieurs rôles. Et moi, je suis dans les rôles non électifs du parti et c'est un choix personnel. C'est le moment, puisque vous parlez des élections, le moment de faire un bilan de votre participation, de la participation de l'Alliance ABT aux dernières consultations électorales. Nous allons commencer par les législatives. Oui, ainsi que vous le savez, nous avions 0 député par le passé. Nous y sommes allés sur le tard, sur l'insistance d'un certain nombre parmi nous. Et puis, nous avons quand même eu 2 députés. 2 députés. Est-ce que cela est suffisant pour que votre candidat insiste dans sa poursuite présidentielle pour les prochaines élections présidentielles? Ah oui, bien entendu, parce que cela nous donne au moins une visibilité qu'on n'avait pas à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça nous permet de tester un peu notre popularité et de savoir que même prenant une décision sur le tard d'aller aux élections législatives, nous gagnons quand même quelques points. Et cela est une bonne chose. Et il ne faut pas s'arrêter aux élections législatives. Quand vous allez aux autres élections communales et locales, nous avons quand même fait beaucoup de points par rapport à cela. Nous avons eu plus d'une 50aine de conseillers et nous avons un nombre impressionnant de conseillers locaux. Nous avons eu des conseillers communaux. Et vous le savez, comme vous le savez, nous venons de gagner récemment un conseiller de plus à Bassila qui était un siège contesté, qui nous avait été arraché par les FCBE. La justice vient de nous rétrocéder un de ses conseillers, donc nous avons maintenant 2 conseillers au lieu d'1. Nous sommes donc un parti un mouvement qui avons expérimenté notre capacité à pouvoir être présent dans l'arène politique et je crois que nous avons réussi à le prouver. Ce n'est pas l'avis de certains politologues qui estiment que l'Alliance aurait pu mieux faire. Oui, c'est... Puisque vous aspirez, le président de l'Alliance aspire à la magistrature suprême. C'est leur point de vue, et vous savez que leur point de vue n'engage qu'eux-mêmes, ces politologues. Nous pensons que pour avoir été totalement absents dans les instances électives et que nous y sommes arrivés par la grande voie, que nous avons 2 députés maintenant à l'Assemblée nationale et que nous participons au débat, vous n'êtes pas sans savoir que sans nos 2 députés, les résultats électoraux qu'on a obtenus à l'Assemblée lors de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale auraient été peut-être donné des résultats différents. Nous y avons participé. 2 députés dans des situations de tension, c'est important. Et nous avons, comme je vous dis, ça se passe à la base. Nous avons des conseillers au niveau locaux, au niveau d'arrondissement, et nous avons une pléthore de chefs de village. Donc nous pensons que nous sommes véritablement présents sur le terrain politique aujourd'hui. Naguère, nous n'étions représentés par personne et nulle part. Donc par rapport à un passé récent, nous avons quand même évolué. Maintenant que certains veuillent penser que, oui, on peut toujours mieux faire, tout le monde peut mieux faire. Et nous aspirons d'ailleurs à mieux faire, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Le président était tout le temps sur le terrain depuis la semaine dernière jusqu'à hier soir. Il n'est rentré à Cotonou qu'hier nuit. Donc nous y sommes, nous travaillons là sur le terrain. Nos militants sont allés à Bomé le week-end, ont rencontré une partie de ceux qui nous sont sympathisants. Donc nous sommes sur le terrain, nous travaillons et nous pensons ratisser large. Espérons-le pour vous, mais néanmoins, en tout cas, il se passe que l'ambiance électorale dont nous allons parler maintenant, l'ambiance électorale pré-campagne, je dirais même pré-électorale, l'ambiance pré-électorale, nous montre un certain nombre d'éléments. Nous allons commencer à parler des dispositions législatives que je dirais que l'Alliance ABT a contesté, les dispositions qui réglementent la période préélectorale. Il est interdit aux hommes politiques notamment de faire des prodigalités, de distribuer de l'argent ou de faire des dons aux populations à partir de 6 mois avant l'élection. Cela, personne ne le conteste. Maintenant, il se fait que
les activités politiques, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication interdit leur couverture à partir d'une période de 3 mois, à peu près avant l'élection présidentielle. Voilà, l'Alliance ABT s'est prononcée contre cette décision. Et pourquoi vous vous inquiétez, vous inquiétez de ce choix, de cette décision de la HAC? Non, je vous remercie de rappeler que nous l'avons contesté vigoureusement. Le président de l'Alliance a donné dans ce sens une conférence de presse d'ailleurs. Nous nous sommes transportés à la HAC pour exprimer notre désapprobation par rapport à cette décision. Vous vous en doutez bien, nous sommes dans un système de 2 poids 2 mesures. Donc c'est moins le refus de publier les activités politiques qui crée problème que le fait que d'autres groupes politiques ont la faveur de le faire. Nous ne pouvons pas admettre d'être dans un environnement de 2 poids 2 mesures, car accepter les 2 poids 2 mesures, c'est tracer encore, hélas, une fois, la voie du chaos. Mais les dispositions légales dont la HAC exige le respect procède en tout cas des lois votées à l'Assemblée nationale par des honorables députés. Pourquoi aujourd'hui il conteste cette disposition légale? Vous parlez de 2 poids 2 mesures, de mesures parce que favorise un certain camp. Il s'agit de quel camp? Oui, monsieur Benotin, la loi, nous ne la contestons pas, mais pourvu qu'elle soit égale pour tous. Tout le monde est égal devant la loi. Maintenant, si vous permettez à d'autres groupes politiques de faire les reportages, vous le savez mieux que moi, le camp, vous le savez, les FCBE sont tout le temps en campagne et tous les jours, on répercute dans les médias divers d'ailleurs, même les médias privés, leurs activités. Pourquoi refuserait-on aux autres? Parce qu'ils ont quasiment le monopole de la télévision d'État et ils en font un peu ce qu'ils veulent. Mais le problème se trouve au niveau de la loi qui a été votée. La HAC n'a pas pris cette décision pour défavoriser les hommes de l'opposition, les candidats de l'opposition. La loi dit qu'il est interdit de mener cette activité. Maintenant, c'est dans le respect, dans l'application que l'on verra les organes qui se soumettent ou pas. Et puis, parmi les députés de l'Alliance ABT, il y a Hassan Seibou qui était au Parlement et qui l'a lui-même reconnu à l'occasion de ces échanges avec la HAC. Il fait partie de ceux qui ont voté cette loi-là, cette loi qui est passée pratiquement à l'unanimité, le code électoral qui est passé pratiquement à l'unanimité, il fait partie de ceux qui étaient favorables. Et aujourd'hui, c'est à l'application que l'on se rend compte que la loi n'est pas adaptée, n'est pas opérante. Comment se fait-il que des hommes politiques, ceux-là même qui ont besoin que la loi les serve, préparent une loi qui les dessert et maintenant ils viennent crier à Rose le Baudet? Non, les lois évoluent en fonction des impératifs du moment. C'est-à-dire, si pour des raisons sociologiques, on vote une loi et que les réalités indiquent qu'on aurait dû aller dans tel ou dans tel autre sens, c'est pourquoi, vous le savez bien, M. Baguidi, on prévoit pour les lois une révision. On peut les corriger, on peut les amender, on peut proposer des additions à la loi, voyez-vous. Donc, il y a ce premier problème que la loi a été prise dans un contexte précis et que plus tard, ce n'est plus adapté aux impératifs du moment. On cherche, peut-être si on le peut, à l'amender. Mais le deuxième problème, c'est que la mise en application de cette loi entraîne ou entraînerait irréfutablement le système de 2 poids 2 mesures dont je vous parlais tantôt. Mais certains vont pouvoir relayer leurs activités, d'autres ne pourront pas le faire. Mais ce fait que certains sont encore aux affaires et que le mandat de chef de l'État court jusqu'au 6 avril 2016 et lui, le président de la République et ses ministres sont censés être sur le terrain et faire leur travail. On a l'impression que c'est souvent cette omniprésence-là sur le terrain qui inquiète, qui vous inquiète et inquiète un certain nombre de politiciens. Non, nous n'avons aucune inquiétude par rapport à ça. Nous souhaiterions simplement que les fonctions de gouvernance habituelles et classiques, nous sommes légalistes, nous savons que le mandat du chef de l'État n'expire pas avant le 6 avril prochain. Nous en sommes conscients et nous sommes les plus respectueux de cela si vous observez l'environnement politique actuel de notre pays. Mais ce que nous pensons, l'amalgame entre les activités de gouvernance et les activités politiques pures du parti qui porte le chef de l'État, donc qui porte ses activités, les FCBE,
C'est cela qu'il faut dénoncer avec rigueur, parce que cela, ce n'est pas normal. Comment dénoncer quelque chose qui n'est pas interdit officiellement par le législateur? Le législateur n'a pas, en tout cas, clarifié, fait la différence entre des activités gouvernementales et des activités politiques. Aujourd'hui, vous allez voir, dans quelques mois, peut-être dans quelques semaines, les ténors du régime vont peut-être descendre sur le terrain et faire le bilan de leurs différentes activités. Le bilan dans le domaine de la microfinance, le bilan des transports, etc. Toutes ces activités entrent dans le cadre de la gouvernance du chef de l'État. Comment alors démontrer que c'est une activité politique? Non, ça c'est clair. Si c'est clair qu'on y va pour des raisons de l'administration courante, aucun problème. Mais si on y va pour dire qu'on soutient tel candidat politique et que les responsables de divers ministères, des responsables à haut niveau de l'administration s'y présents, ça c'est interdit, c'est l'amalgame. Le code électoral pense que tous les hauts fonctionnaires doivent avoir une certaine impartialité vis-à-vis de ces émissions en matière politique. Autrement, ce serait la pagaille. Un préfet ne peut pas appeler à voter pour un parti dans un département. Un ministre en exercice ne peut pas le faire non plus. Mais ici, vous voyez bien que tout est mélangé, si bien que nul ne sait véritablement quand le gars cesse d'être ministre et il devient militant FCBE. Ça, il faut quand même dire que ce n'est pas sérieux. Nous allons continuer cette émission pour parler maintenant de la LEPI. Vous aviez la conviction il y a quelques années, il y a 5 ans environ, que la LEPI n'existait pas et que vous avez pratiquement expliqué l'échec du candidat Abdoulaye Biotchane par cette liste électorale permanente et informatisée dont vous dites qu'on ne l'a jamais vue. Maintenant, 5 ans plus tard, vous êtes prêt à aller à l'élection présidentielle. Vous étiez déjà donc dans les starting blocks pour les législatives et les élections locales et communales. Vous avez obtenu des députés, des conseillers. Cette fois, êtes-vous confiant en cette liste électorale permanente et informatisée? Oui, d'abord, je tiens à rectifier. Ce n'est pas nous qui pensons que la liste électorale a fait que nous n'avons pas pu être élus. C'est l'ensemble de la classe politique qui pense cela. Il y a eu un cafouillage qui jusque-là ne dit pas son nom, dont les acteurs avouent en privé qu'il s'est passé quelque chose de grave pour le pays. Donc reconnaissons que c'est l'ensemble de la classe politique, à l'exception de ceux qui en étaient bénéficiaires, qui ont contesté cette liste électorale, j'allais dire tronquée, voire inexistante. Aujourd'hui, il y a eu des correctifs, il y a des améliorations, les équipes ont changé. Nous espérons qu'elle est fiable enfin et qu'on pourra l'utiliser comme un instrument de transparence électorale. Vous espérez, donc vous doutez encore de sa fiabilité, alors qu'on a organisé 2 élections au Bénin ces derniers mois? Écoutez, nous sommes dans un pays où vous ne pouvez être sûr de rien dans l'absolu. Tout se passe à toute étape. Ce qui s'est passé, c'était pas mal. Il y a eu quelques rois, mais c'était mal. C'était pas mal. Mais nous allons à l'élection présidentielle. Vous savez que l'enjeu n'est pas de même nature. Nous espérons toujours que les acteurs sauront jouer le jeu de la transparence, que l'instrument restera ou renforcera à tout le moins sa transparence et qu'on peut l'utiliser comme un élément de crédibilité électorale. Donc nous ne pouvons que souhaiter que les choses aillent dans ce sens. Nous ne pouvons être sûrs dans l'absolu de rien. Parce que vous le savez, on est dans un pays où tout change et tout change à tout moment. Et ce que nous savons et que nous observons chaque jour, c'est l'ambiance préélectorale empreinte de plusieurs activités. Nous avons ceux-là qui manifestent clairement leur intention d'être candidats aux prochaines élections présidentielles, des partis politiques qui sont divisés, le cas de l'AND qui est devenu subitement un parti bicéphale. Nous avons l'arrivée des nouveaux acteurs politiques qu'on appelle des hommes d'affaires aujourd'hui. Certaines coalitions politiques, contrairement au cas de ABT qui a clairement son candidat, ont du mal, jusqu'à l'heure nous émettons, à indiquer leur candidat à tout le monde. Le cas de l'Union fait la nation au point de vouloir faire appel à un candidat qui n'est pas de la coalition politique. Comment expliquez-vous tous ces éléments qui rythment
le quotidien des partis politiques ces derniers mois? Non, je crois que je ne serai pas en mesure de vous donner des réponses fiables, simplement parce que je ne suis pas membre de ces milieux. Mais vous observez. De ces milieux où l'imbroglio a cours. Ce sont les acteurs eux-mêmes qui seront les plus disposés à vous répondre. J'observe comme vous qu'il y a des turbulences ça et là. Ça, je crois que c'est leur problème interne. J'aurais plus plaisir à parler des problèmes de l'Alliance ABT à votre public. Je ne suis pas de l'AND, je ne suis pas de FCBE, je ne suis pas des hommes économiques, des hommes d'affaires. Je suis de l'Alliance ABT et les turbulences qui sont en face, je les observe comme vous. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. C'est vrai, vous êtes de l'Alliance ABT, vous allez nous parler de ABT, ça c'est sûr, mais en tant que politicien, en tant que porte-parole de la coalition ABT, vous devez quand même pouvoir opiner, nous expliquer. Non, vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? La classe politique ici a des turbulences. Vous savez que c'est toujours des entités inconstruites. Est-ce que c'est des signes qui montrent que la classe politique a véritablement échoué, comme le disent ces Non, je ne dirais pas cela, mais je dirais que la classe politique n'est toujours pas véritablement construite. Et qu'il faut régler un certain nombre de problèmes essentiels pour que la classe politique, un jour plus, se stabiliser véritablement. Certains pensent au financement des partis politiques. Nous, à l'Alliance ABT, nous pensons que ce n'est pas suffisant, certes. Il faut régler le problème de financement des partis politiques, mais il faut aller au-delà. Il faut que les militants contribuent financièrement à la vie de leur parti politique, parce que quelque financement public vous apporteriez, ça ne suffira jamais. Est-ce que les militants de l'Alliance ABT participent au financement de leur alliance politique? Tout à fait. Tous les militants qui le peuvent participent au financement. Les cadres ont une cotisation régulière qu'ils donnent. Les autres également, dans la mesure de leurs possibilités. Nous ne pouvons, dans cet environnement, forcer personne, mais il y a beaucoup de souscriptions volontaires dans l'Alliance. Mais ce n'est pas de cela que je veux parler. Je veux dire que pour que les partis politiques soient des lieux de stabilité et de véritables débats politiques, où on reste, parce que vous imaginez quelqu'un du Parti socialiste aller dans le camp d'en face simplement parce qu'il y a une meilleure offre, c'est simplement dû à ce que nous sommes encore malheureusement tenus par des problèmes d'ordre matériel et financier. Donc il faut stabiliser les partis politiques en leur donnant bien évidemment les moyens de l'État dans un premier temps, mais les militants doivent accompagner cela. Pour vous voyez les institutions qui marchent depuis des millénaires, l'Église, ce sont les fidèles qui cotisent de l'argent. Le Vatican où des aides diverses viennent ça et là, mais les fidèles y participent. Vous prenez n'importe quel groupe où ça marche durablement sur des siècles, les véritables acteurs, ceux qui sont les bénéficiaires du mouvement, participent à ce mouvement nécessairement. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'on aura une stabilité politique, une stabilité au sein, réelle au sein des partis politiques, que les partis politiques puissent être véritablement viables sans régler les problèmes d'argent au sein de ces partis politiques. Mais vous le savez très bien, les citoyens, les Béninois pensent que les hommes politiques qui sont à la tête de ces partis politiques vont au pouvoir pour s'en mettre plein les poches. Comment voulez-vous qu'ils acceptent de contribuer au financement de ces partis? Oui, c'est ce qui nécessite débat. Et ces débats permettront, je crois, d'aboutir à des solutions raisonnables et à des réformes. Il y a un vaste chantier sur lequel il faut travailler en ce sens. Comment avoir des partis politiques, j'allais dire, viables et respirables. Des partis politiques qui en sont véritablement, où on peut faire un véritable débat politique, où ce n'est pas un club créé par une personne qui apporte le financement et dès qu'il réussit à avoir un poste pour lui rentable, le parti est cassé. Parlons à présent des propositions de votre candidat, de votre alliance plus... Ça m'intéresse davantage. Plus globalement, et des propositions qui, quand même, sont quelque peu
spectaculaires pour les unes. La première, en tout cas celle dont nous allons commencer à parler, c'est le remboursement des spoliés de ICC Service, l'affaire ICC Service et consorts par l'État. C'est ce que propose Abdoulaye Biotchane. S'il accède au pouvoir, il suggère donc le remboursement de ces spoliés par l'État. Première question, est-ce une promesse électoraliste ou non? D'abord, je tiens à vous rappeler que Abdoulaye Biotchane n'est pas un homme de promesses non tenues. C'est un homme de solution, un homme d'engagement, un homme de réponse. Et un de nos amis d'ailleurs, qui vient de temps en temps, nous vient du Canada, nous rappelle que nous sommes en mode solution. Donc, mais nous n'avons pas encore vu Biotchane aux affaires, du moins dans cette posture-là, pour en juger, nous d'autres. Oui, mais je vous rassure que c'est un homme de solution. Et il en a apporté pas mal. Il a déjà joué des rôles importants quand même dans la vie politique. Ministre de l'économie et des finances, il a amené la croissance à 6% avant d'en partir en 2003. C'est aujourd'hui en deçà ou autour de 2%. Alors, c'est un homme qui apporte des solutions. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il y a tellement de crispation autour de ce problème. Pour nous, c'est un problème majeur. Ce n'est pas à faire ou à ne pas faire. Il a expliqué clairement lorsqu'il accordait une interview récemment à un de vos confrères, le matinal, si ma mémoire est fidèle, où il disait clairement que c'est un préalable. Un préalable pour recréer la confiance. Parce que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez rien reconstruire s'il n'y a pas confiance entre les populations et l'État. Or, cette confiance est rompue. On a spolié les gens. Ça fait quoi? Ça fait quelque chose autour de 150 milliards. 150 000 personnes, n'ayant pas peur des termes, ont été spoliées de leur épargne, véritablement. Alors, ils considèrent que l'État a une responsabilité là-dedans. L'État est une continuité. Vous ne pouvez jamais parler d'aucun projet de développement, surtout d'aucun projet qui fasse appel à l'épargne publique à ces gens si vous ne réglez pas ces préalables. Vous ne pouvez aller nulle part. Vous ne pouvez rien reconstruire si vous ne pensez pas, si vous ne cicatrisez pas les plaies anciennes. Ce n'est pas possible. Donc nous ne pouvons pas faire l'impasse sur cette question fondamentale. Laisser les plaies anciennes béantes et dire venez, nous allons reconstruire le pays. Personne ne vous suivra. Pour nous, c'est un préalable. Il y a quoi? Il y a 150 milliards pour recréer cette confiance. Sur le quinquennat, les modalités seront définies. Vous connaissez très bien les modalités du remboursement des dettes de l'État. Il y a des conditionnalités, il y a tout, il y a ceci. Mais le principe, nous remboursons au cours du quinquennat les 150 milliards. Vous l'appelez ça dette permet. de l'État? Vous l'appelez cela dette de l'État? Non, l'État est impliqué dans cela. Et nos compatriotes considèrent que l'État étant impliqué, ne seront prêts à rien faire d'autre avec l'État si ce problème n'est pas réglé. Et puis, ce sont des Béninois qui sont sinistrés. Certains sont aujourd'hui dans l'angoisse permanente. D'autres en sont morts, vous le savez. Si vous multipliez par 10, 150 000 familles, ça fait 1 500 000 Béninois en détresse par rapport à ce problème. Quitte à ce qu'on utilise les voies récursoires dont dispose l'État après, mais l'État pense que nous pensons que de la responsabilité politique du gouvernement qui va venir de faire face à ce problème. Et nous sommes prononcés clairement. Que les autres nous disent ce qu'ils vont faire eux. C'est là le débat. C'est qui s'inquiète lorsque le poteau rose a été découvert en 2010, le chef, c'était pendant la période préélectorale pour le compte des élections de 2011, le chef de l'État sur le terrain avait indiqué clairement qu'il va rembourser les spoliés. Il est venu, il a rempli, mais jusqu'à l'heure nous émettons, il n'a pas remboursé les spoliés. Mieux, il y a eu quand même un certain nombre de procédures mises en place. À part le gouvernement actuel, on a procédé à la saisine de certains biens des responsables
responsables épinglés dans ce dossier, il y en a qui sont encore en prison. Les gens sont allés donner leur numéro de téléphone et déclarer ce qu'ils ont eu, etc., etc. Mais ça n'a pas abouti. Où ABT, la coalition ABT était où en ce moment? C'est-à-dire, quel a été votre regard sur ces différentes procédures qui n'ont pas abouti? Non, d'abord, nous ne sommes pas au gouvernement, première chose. Est-ce qu'on a besoin d'être au gouvernement avant d'opiner sur des questions d'actualité de grande importance? Nous ne sommes pas au gouvernement, nous ne sommes pas liés à la gestion de ces questions-là, pas du tout. Deuxièmement, nous ne sommes pas écoutés du gouvernement non plus. C'est important. Cependant, nous avons émis nos points de vue et déploré un certain nombre de situations. Mais ce que nous disons, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas nous qui avons fait cela. Nous ne sommes pas mêlés, nous n'avons aucune responsabilité, nous ne faisons pas comme certains qui sont là, qui ont fait des années avec le pouvoir et qui disent ce n'est pas notre responsabilité. Non, nous n'avons rien à voir avec cela. Nous ne sommes pas concernés du tout par cela. Mais nous disons, si les Béninois nous font confiance et que notre candidat était élu en avril 2016, l'une des premières mesures, ça va être d'aborder la résolution de ce problème, car pour nous, c'est un préalable pour décrisper l'atmosphère. Pourquoi ne pas l'évoquer il y a 4 ans, il y a 3 ans, et puis vous attendez la période électorale pour le dire. Et pour rétablir la confiance entre l'État et les citoyens. Parce que sans cette confiance, nous ne pouvons rien reconstruire dans le pays. Nous n'avons pas attendu pour le dire. Je vous disais tantôt, M. Benotin, que nous avons toujours donné notre point de vue là-dessus. Mais les points de vue qui sont donnés ça et là, vous le savez, c'est les points de vue du parti au pouvoir qui sont les mieux répercutés et qui sont les plus entendus. Pourquoi il n'y a pas eu de conférence de presse de l'Alliance ABT, une déclaration publique de son président lui-même? Est-ce qu'il y a des documents qui montrent que l'Alliance a envoyé une suggestion de ce genre au gouvernement, puisque vous dites que vous n'êtes pas non plus écouté? Est-ce qu'il y a eu une action quand même médiatique? Parce que ce que nous, on essaie de retenir, c'est quand même ce qui est passé dans la presse. Non, nous avons eu plusieurs actions dans ce sens où nous avons fait clairement connaître notre position. Mais nous n'avons pas été suivis, ça c'est clair. Et ce n'est pas que pour l'affaire ICC, c'est pour toutes les questions d'intérêt majeur dans le pays. Nous ne sommes jamais écoutés. Que voulez-vous qu'on fasse? Nous réagissons comme on doit réagir. On essaye d'étouffer au maximum l'impact médiatique de ce que nous disons. Et puis après, nous ne sommes jamais pris en compte ni écoutés. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est de faire le combat sur le terrain politique et de penser que si jamais les Béninois nous font confiance et que notre candidat était élu, nous allons prioritairement attaquer la résolution de ce problème comme un préalable avant d'aller de l'avant. Si cela advenait, comment comptez-vous, où est-ce que vous allez trouver l'argent, les 150 milliards de francs CFA, dans le trésor public ou bien c'est sur fonds propres que ça va se faire? Sur fonds propres, vous ne pensez pas à cela. Et c'est cela qui serait une véritable démagogie, pas l'inverse. Vous pensez qu'on va reconstruire le pays avec des fonds propres de chacun, des uns et des autres? Ce ne sera jamais reconstruit. 150 milliards pour nous, avec le préalable que ça constitue, avec le fondement, le socle que ça crée pour aller de l'avant, nous pensons que c'est une question prioritaire et il faudra trouver les moyens. Les 150 millions ne seront pas versés le même jour, ce ne sera pas versé non plus le même mois, ça ne va pas être non plus la même année. Nous déterminons le moment venu des modalités. Mais nous pensons que ce n'est pas une question de choix, c'est une question impérative. Il faut la régler. Autre annonce spectaculaire de votre candidat, c'est la création d'emplois, la création de 500 000 emplois, je crois ne pas me tromper. Non, 500 000 emplois sur le quinquennat. 500 000 emplois. Oui. 500 000 emplois, ce chiffre n'est-il pas exagéré pour un pays où quelqu'un a promis 20 000 emplois par an et n'y est pas parvenu? Monsieur Baguidi, les contextes ne sont pas les mêmes. Pourquoi croyez-vous que 500 000 emplois pour un pays comme le nôtre, véritablement sinistré, c'est trop? Pourquoi le croyez-vous? Parce que nous estimons que, et beaucoup de Béninois estiment qu'il y a déjà trop de problèmes dans le domaine
de l'emploi. On a tellement... Aujourd'hui, le Bénin compte une cinquantaine de structures qui travaillent dans le sens de l'emploi. Sont-elles efficaces? Justement, est-ce que vous n'avez pas... C'est-à-dire, on s'inquiète parce qu'il est quand même temps de diagnostiquer, de trouver des solutions d'abord à l'existant, avant de faire d'autres propositions. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui lors des recrutements au profit de l'administration publique, et vous êtes très dans bien. le pays, vous observez. Bien Donc, sûr. les Béninois attendent des solutions face à l'existant, en attendant d'autres annonces. Je vais vous dire ce que nous pensons, M. Benotin. Je vais vous dire calmement ce que nous pensons. Nous ne sommes pas véritablement mêlés, nous ne sommes pas comptables de l'existant, bien évidemment. Mais nous pensons qu'il faut un vaste chantier de réforme. Et il faut véritablement mettre un programme ambitieux pour l'emploi sur le tapis. Alors, notre programme, vous avez parlé des emplois publics. Ça ne concerne malheureusement pas que les emplois publics, parce que si vous focalisez sur les emplois publics, vous n'aurez que 10% de recrutement possible chaque année. Vous avez environ 100 000 jeunes qui sont déversés sur le terrain de l'emploi chaque année de manière continue. Et moi qui enseigne à l'École nationale d'administration et de la magistrature depuis bientôt un quart de siècle, je peux vous le confirmer lorsque dans la rue, je vois des étudiants qui m'appellent, salut, qu'est-ce que vous devenez? Ils me disent, mais on ne fait rien, monsieur, ils sont sortis depuis 7 ou 8 ans. Ça, c'est des gens sortis de l'École nationale d'administration et de magistrature, d'où on doit sortir et aller directement sur le terrain de l'emploi. Ils sont chez eux depuis 8 ans. C'est un problème dramatique dans le pays. Alors, 100 000 personnes à la fonction publique, ce n'est pas assez, ça fait que 10%, je vous disais, de la masse à observer, à absorber, donc il faut aller au-delà. Donc nous pensons dans notre programme, le vaste programme ambitieux de l'emploi, nous pensons prendre un certain nombre de mesures dynamiques pour booster le secteur privé, dont vous savez qu'il n'est pas boosté actuellement, booster le secteur privé, et inciter le secteur privé par le biais d'encouragements fiscaux, par le biais d'incitations administratives à recruter. Lorsque vous recrutez une seule personne, vous avez droit à des exonérations. Lorsque vous en recrutez plusieurs, vous aurez droit à un certain nombre d'allègements fiscaux, un certain nombre de facilités administratives au prorata de ce que vous aurez recruté. Et puis, nous allons, dans un second temps, promouvoir l'auto-emploi. L'auto-emploi, c'est-à-dire des jeunes qui sont diplômés, bien évidemment, ceux qui sont diplômés, on poursuivra les problèmes, j'allais dire les projets ou les programmes classiques de recrutement à la fonction publique actuelle, en les rendant un peu plus fiables, un peu plus ciblés, parce que, comme vous le savez, il y a des secteurs dans lesquels, comme à l'enseignement, comme à la santé, il y a des besoins massifs. Mais nous disons que c'est le secteur privé qui va être notre point de mire. Donc, d'abord, je vous disais qu'il faut faire en sorte que le secteur privé puisse être incité à recruter. Deuxième chose, il faut promouvoir l'auto-emploi des jeunes. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez promouvoir l'auto-emploi des jeunes? C'est leur donner des facilitations d'accès aux équipements de première nécessité dès qu'ils s'installent. Alors, à l'Alliance, nous avons prévu créer un fonds de 50 milliards. 50 milliards à cette fin annuelle pour régler les problèmes de l'emploi, d'accompagnement, de subventions à donner aux jeunes. Et puis, parallèlement, nous pensons créer un fonds de 75 milliards CFA sur le quinquennat qui va subventionner les premiers équipements de ceux qui veulent bien se mettre en coopérative. On reviendra de fond en comble sur ces différents fonds quand la campagne va bien démarrer. De ceux qui veulent se mettre en coopérative pour encourager les coopératives. Voyez-vous? Et puis, il y a des choses qui se font aujourd'hui qu'il faut naturellement poursuivre, notamment, comme vous le savez, l'amélioration de l'environnement économique rural,
qui est déjà en cours par le biais, bien évidemment, d'un financement du BIT que les pays comme le Danemark soutiennent. Nous allons continuer cela. Dans cela, il faut mettre une enveloppe budgétaire pour accompagner cela. L'environnement économique rural, 20 milliards de francs, voyez-vous. Donc c'est un vaste, oui, c'est un vaste chantier. On reviendra sur ce chantier comme dit le président si ABT lui-même, c'est un électrochoc qu'il faut insuffler pour créer des emplois tous azimuts. Et dire aux Béninois que lorsque vous avez un projet, le gouvernement est avec vous. Mais comment comptez-vous régler? Parce qu'aujourd'hui, vous avez écouté les syndicats du ministère des Finances et de l'économie, notamment de nos régies financières, après les derniers concours organisés au profit de l'administration publique. Je reviens là-dessus parce que c'est très important, parce qu'on dit qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'état civil, mais qui sont aujourd'hui dans l'administration, qui ont réussi à avoir en tout cas passer les mailles pour la douane, la gendarmerie, la police, l'impôt, etc., etc. Comment comptez-vous assainir cette administration-là demain? Non, vous savez que c'est un danger, que vous le savez. Oui, bien sûr, vous savez que ce n'est pas compliqué d'assainir, puisque ça n'a jamais été cela. En tout cas, ça n'a jamais été à ce niveau de pourriture par le passé. Vous le savez bien. Sinon, plein de gens, vous et moi et d'autres, ne seraient jamais allés à la fonction publique. Donc, il faut poursuivre les programmes de recrutement à la fonction publique, comme je disais, mais assainir, c'est-à-dire rendre les recrutements plus fiables, non discriminatoires, non discriminatoires surtout. Mais qui n'est pas le cas, il n'est pas question de discriminer. On parle de quotas aujourd'hui. Oui, on veut plus tenir compte de la compétence, il faut rendre ça non discriminatoire, que la compétence soit l'épicentre des recrutements comme toujours, parce que vous savez, notre pays n'a de la valeur que parce que c'est un pays qui a toujours brillé par sa compétence. On doit maintenir cela et faire en sorte, bien évidemment, que il y ait, pour les secteurs où il y a plus de demande, des recrutements ciblés. Ciblés, c'est-à-dire on cible le secteur de l'éducation, en discussion bien sûr avec les acteurs, on cible le secteur de la santé, après en avoir discuté avec les différents acteurs de ce secteur, et on établit les critères de recrutement, mais recrutement massif qui puisse régler les problèmes les besoins en personnel, en ressources humaines dont ont besoin ces services publics. Vous parlez de recrutement massif. Vous n'ignorez pas que le Fonds monétaire international s'inquiète déjà de la masse salariale, de l'ampleur de la masse salariale par rapport au budget national. Qu'est-ce que vous comptez faire pour régler ce problème, puisque vous parlez de recruter massivement au niveau de l'enseignement et de la santé? Non, deux choses. Rester dans les limites de ce qui est soutenable par le budget national, bien évidemment, mais faire des négociations pour ouvrir un peu les vannes également dans les secteurs prioritaires où nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut trouver des formules. Vous savez que tous les agents n'ont pas besoin d'être des agents à statut et que contrat à durée indéterminée a aussi la même valeur qu'un statut de la fonction publique. Donc, nous aurons diverses formules pour mettre en œuvre ce vaste chantier. Mais ce qui se fait aujourd'hui a besoin véritablement d'être corrigé parce que, comme vous dites, si on réussit à rendre les recrutements transparents et non discriminatoires, on mettra les vraies valeurs à la disposition des services publics de l'État et c'est ce qu'il faut régler aussi. Oui, mais ceux qui ont déjà été recrutés maintenant à travers les concours frauduleux et consorts, quand vous serez au pouvoir, allez-vous décider de mettre fin à leurs fonctions Monsieur Guaguini, je vous rappelle simplement un principe de droit qui nous l'interdit, c'est les droits acquis, malheureusement. S'ils ont des droits acquis et que vous les débauchez, vous mettez à la charge de l'État de nouvelles indemnisations. Et je ne pense pas que ni le président ABT ni ses amis souhaiteraient prendre ce risque, les droits acquis.
Donc, les quelques mois qui restent au chef de l'État, à la gouvernance actuelle, ils peuvent recruter qui ils veulent, autant qu'ils le veulent. Non, et, il faut en comptant sur les droits d'acquis. Non, il faut que le combat continue. Je vous dis que ce qui est fait et que vous me dites que c'est frauduleux, c'est les droits acquis. Sauf si il y a eu des décisions judiciaires qui vont dans le sens de l'annulation d'un certain nombre de ces recrutements. Si ce n'est pas le cas, administrativement, vous avez les droits acquis en face. Et pour un gouvernement qui vient promouvoir l'emploi des jeunes et qui se met à débaucher des jeunes qui ont été recrutés, vous voyez que ça va créer problème. Mais il ne faut pas continuer s'il y a des fraudes, s'il y a de la discrimination, s'il y a de la corruption dans les recrutements. Il faut que tous les acteurs politiques, il n'y a pas que nous, et toute la société civile, même vous aussi, vous y avez intérêt. Il faut qu'on se batte pour arrêter cela. Cela ne veut pas dire qu'il faut continuer à mal faire pour que, après, on prenne cela en compte. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'héritage qui va être laissé va être, hélas, assumé. Mais faisons en sorte qu'il ne soit pas trop lourd. Continuons de nous battre pour qu'il n'y ait pas un passif important pour l'État. Et cela n'interpelle pas que l'Alliance ABT. Ça interpelle vous aussi, ça interpelle tout le pays. Vous parlez vous parliez de passif il y a quelques secondes, vous le savez très bien, en tant qu'homme de droit, en tant qu'homme politique, l'État béninois aujourd'hui doit des centaines de milliards à des opérateurs économiques dans plusieurs dossiers que vous connaissez, des décisions rendues par les instances régionales et des instances nationales. Et comment vous expliquez en tant qu'homme de droit la volonté affichée du premier magistrat du pays, le président du Conseil suprême de la magistrature, a relégué du revers de la main les décisions de justice? Oui, comment j'explique cela? Cela traduit simplement l'irrespect du droit, le non-attachement à la règle de droit. Parce que si nous sommes dans un état de droit, la loi s'impose à tous, les décisions de justice s'imposent à tous, et le premier magistrat est celui qui, le premier, en assure la garantie de l'exécution. S'il ne le fait pas, c'est qu'il prend des libertés par rapport au système dans lequel nous sommes, car nous sommes dans un système d'état de droit. Et l'état de droit suppose que la loi, les décisions de justice s'imposent à tous, sans exception, y compris au chef de l'État, qui est tenu de faire en sorte que la loi et les décisions de justice soient respectées. Il suffit que parfois même c'est le Conseil des ministres qui s'assoit, qui se réunit et qui prend des décisions à l'encontre de ce qui est rendu par la justice. Ils ne font pas leur travail, ils ne font pas ce que l'État de droit met à leur charge. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand vous serez au pouvoir nous allons respecter la loi. Nous allons respecter la loi et les décisions de justice. Et nous sommes légalistes. Ces décisions de justice mettent au passif du Bénin justement des centaines de milliards de francs CFA. Il y en a qui ne sont peut-être pas déjà constitués comme passifs, mais pour le moment, parce que le chef d'État décide de ne pas respecter ces décisions-là, notamment en ce qui concerne l'OCBN, ou du moins le corridor Bénin-Niger. Il y a 100 millions de francs CFA par jour de résistance, et cette résistance a commencé depuis quelques semaines maintenant, depuis la décision de justice. Le chef d'État a annoncé qu'il ne comptait pas la faire respecter. Avant que vous n'arriviez au pouvoir éventuellement, tant que le chef d'État Boniaï sera là, c'est des milliards de francs qui seront au passif de l'État. Les 129 milliards de condamnations par rapport au dossier PVI sont également là. Où comptez-vous trouver l'argent? Là encore, pour payer toutes ces personnes qui auront donc à faire valoir leurs droits. D'abord, il faut savoir, il faut faire entendre raison aux responsables actuels pour qu'ils ne creusent pas chaque jour davantage le gap des passifs. Mais est-ce qu'il y a des signes qui vont dans ce sens selon vous? Il y a des signes, tout le monde en parle. Je crois que la classe politique dénonce cela, les gens font des actions, etc. Donc il faut quand même continuer des actions pour qu'ils entendent raison. À la fois le chef de l'État et tous les membres de son gouvernement, qui sachent que l'État étant une continuité, il ne faut pas qu'il laisse à ceux qui viennent un héritage ingérable. Ça, c'est clair.
Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'héritage qui sera laissé, encore une fois, qui sera légalement et régulièrement laissé, qui ne souffrira d'aucune contestation, le nouveau pouvoir doit pouvoir l'assumer. Assumer cet héritage, malheureusement. Ou trouver les ressources pour payer des milliards, ça et là. Le moment venu, l'État entrera en négociation. Vous savez que l'État ne paye rien de manière instantanée tout de suite. L'État ne paye rien de manière forcée. On négociera et on trouvera les voies et moyens, mais il faut créer un climat général d'apaisement qui puisse permettre enfin au pays d'aller de l'avant après 2006. Quelqu'un a dit sur ce plateau, on va le nommer, l'honorable Sika Tchabi Sika, qui a dit qu'après cette déclaration du chef de l'État devant les travailleurs de l'OCBN est considérée comme, en tout cas pour lui, il considère ça comme une violence vis-à-vis de vous, praticiens de droit. Saka Fikara. Saka Fikara. Que c'est une violence. Oui. C'est un appel à la violence vis-à-vis de vous, praticiens de droit. Oui, parce enfin, que désormais, tout citoyen peut reléguer, en tout cas, balayer de revers de la main les décisions qui seront rendues à part les instances judiciaires de notre pays. Parce que le premier magistrat du Bénin l'aurait fait. Tout à fait, ça pose des problèmes sérieux, sans qu'on ne puisse parler d'incitation à la violence, parce que cela ne va régler. Violence vis-à-vis de la justice. Voilà, cela, ah oui, voilà. Mais le vrai problème, c'est que il y a effectivement des préalables graves que cela crée. Parce que la justice est le dernier rempart que nous avons. C'est la dernière protection de tous. C'est là que les plus faibles trouvent leur dernier refuge. Et si évidemment les décisions de justice n'avaient plus aucun sens, ce serait une catastrophe. Nous serions revenus dans un état de droit, parce qu'un état de droit, ce n'est pas seulement l'élaboration des règles de droit, leur adoption, les sessions parlementaires et autres, mais c'est aussi les décisions de justice prises de manière régulière et légale et exécutées convenablement. Si nous ne sommes pas dans ce schéma, nous ne sommes plus dans un état de droit. Donc les responsables actuels nous amènent à penser que est-ce que pour eux, nous ne sommes plus dans un état de droit? Je crois qu'ils le prouvent par ce type de comportement. Vous travaillez beaucoup avec la CCJA au niveau de la CCJA en tant qu'avocat. Vous connaissez donc la réaction possible des magistrats de cette institution après la décision du gouvernement béninois, qui a carrément dit dans un relevé du Conseil des ministres que ces juges-là se sont détournés de l'éthique en prenant une décision qui condamne le Bénin. Quel risque court le Bénin avec des déclarations de cette nature? Non, nous courons le risque, naturellement, d'être décrédibilisés et de n'être pas être pris au sérieux, parce que, d'abord, pour vous dire que la CGCA est une institution de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, et c'est cette organisation-là a été créée, est née de la volonté même des chefs d'État africains, qui ont voulu avoir un droit harmonisé, un système plus moderne, souple, pour pouvoir attirer les investisseurs privés dans la sous-région. Donc, c'est un droit qui est créé justement pour faciliter les choses au niveau du monde des affaires. Alors, librement, ils ont adopté, librement, ils ont dit que les règles que vont poser cette organisation sont impératives et sont supérieures à notre droit interne. Donc, c'est dès lors que l'OHADA régit un domaine, évidemment, cela s'impose à ce domaine-là en droit interne. Et ce sont les règles de l'OHADA qui vont s'imposer et non plus les règles du droit interne. Donc, les pères fondateurs ont créé cela. Ça a été clair dans le traité. Les actes uniformes successifs sont allés dans ce sens. Alors, si un gouvernement dont l'État est membre fondateur de l'OHADA prend ce type de liberté, je vous en laisse le jugement.
Nous ne sommes pas partisans de droit, vous êtes à même de nous. Je vous ai fait la démonstration jusqu'au bout en disant, nous nous mettons ensemble, nous disons les règles que vont élaborer l'institution s'imposent à notre droit interne. Voyez-vous? Et nul ne peut y déroger. Si nous avons des règles contraires dans notre droit interne, ces règles contraires tombent dès lors que nous avons légiféré au plan régional par rapport à cela. Et la CCJA applique les règles du droit au OHADA. Donc, dès lors que la CCJA prend une décision, ce sont les États qui ont pris cette décision. D'abord, les juges viennent de différents États de l'OHADA, et c'est les États qui les ont nommés, désignés. Donc, ils travaillent pour les États, et en confirmant la volonté que les États ont exprimée dans le traité créateur de l'OHADA, alors si un gouvernement participe à tout ça et dit tout ce qu'on fait là, c'est du chiffon, je vous en laisse l'appréciation. Le relevé dont parle Demis William Bagedi, mon collègue, dans ce relevé du Conseil des ministres, le gouvernement béninois non seulement a désacralisé la CCJA, mais encore a jeté le discrédit sur la personnalité de ces juges-là, de ces cadres-là africains qui sont à la CCJA. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire là-dessus? Que ces juges sont indépendants dans leurs décisions. Ils sont inamovibles sur toute la durée de leur mandat. Ils ne doivent souffrir d'aucune immixtion dans leurs affaires, comme d'ailleurs en droit interne. Donc, ils sont protégés. Dès lors qu'ils sont dans le cadre de leurs fonctions, il n'y a pas d'influence, il n'y a rien. Ils bénéficient d'une indépendance quasi absolue. Alors que l'un ou l'autre chef d'État ou pas veuille discréditer, ça n'a pas d'effet. Quel effet ça pourrait avoir, à votre avis? Ça n'a aucun effet. Autour du chef de l'État, nous avons quand même des conseillers qui connaissent bien ces genres de sujets. Peut-on accuser, dans ce cas, alors le chef de l'État d'avoir pris ces décisions? Je n'en sais rien, M. Benotin, puisque je ne sais pas comment il travaille. Je ne sais pas comment il consulte ses conseillers. Tout ce que moi je peux vous dire, j'ai travaillé 4 ans avec le président ABT, il ne prend aucune décision en tant que ministre des Finances sans qu'il n'ait eu l'avis de ses conseillers concernés. Et nos avis sont suivis pour 99%. C'est dit qu'il y a 1% d'influence quand même politique, puisque nous sommes dans un gouvernement tout de même. Mais je ne peux pas vous dire comment travaille le système actuel. Je ne suis pas au palais de la Marina. Je ne suis pas parmi les collaborateurs du président. Je ne connais pas le processus de décision là-bas. Je ne sais pas comment ils font. De toute façon, quand vous êtes observateur, on peut se dire qu'il se peut que le chef d'État n'écoute pas les conseillers, ou alors que carrément, il n'y a pas de conseillers. Toutes les hypothèses sont possibles, où ils ne sont pas écoutés, où ils ne sont pas consultés, où ils sont consultés et ont une faible connaissance des choses. Plusieurs hypothèses peuvent être émises. Je ne connais pas le processus d'élaboration de leurs décisions aujourd'hui. Je vous dis que quand moi, j'avais participé un peu à l'action gouvernementale, mes décisions étaient, mes avis étaient régulièrement pris en compte, et mon patron ne prend aucune décision engageant les finances de l'État s'il ne consulte pas ses conseillers. Est-ce que dans votre posture, quand vous pratiquement refusez de vous prononcer sur ces genres de questions, vous n'êtes pas en train d'éviter de lancer des pics à une autorité politique qui peut-être sera utile demain? Non, pas du tout, puisque j'ai quand même dit un certain nombre de choses claires. Mais vous me dites, est-ce que ces conseillers lui donnent des conseils? Est-ce qu'ils n'écoutent pas? Je vous dis que ça, je ne peux pas savoir, puisque je ne suis pas dans l'arène de cette décision, c'est tout. Mais je vous ai dit qu'il y a pas mal de choses qui sont pas bien faites et qu'il faut revenir là-dessus. Oui, tout le monde sera utile pour poursuivre les négociations politiques. Et si on préserve cela, on ne parlera plus du tout, puisque tout le monde est nécessaire. Vous avez vu la panoplie des partis politiques aujourd'hui. Tout le monde va être utile, donc on ne parlera de personne, on parlera à personne.
C'est un secret de Polichinelle. Le président de la coalition ABT ira aux élections en 2016. Il aura fort à faire avec la concurrence des opérateurs économiques considérés comme les nouveaux acteurs politiques. Que comptez-vous faire face à cette machine qui est déployée aujourd'hui sur le terrain politique? Vous croyez qu'il s'agit d'une machine? Non, nous pensons que acteurs économiques ou pas, opérateurs économiques ou pas, ceux qui viennent sont simplement des candidats béninois. Ils s'y remplissent aux conditions prévues par le code électoral. Ils vont compétir. Nous ne pensons pas que ça crée un sentiment particulier. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez à un concours que vous avez appris qu'il y a de nouveaux candidats qui ont plus de moyens présumés que vous relancez. Ce que vous faites, c'est que vous redoublez d'ardeur dans vos révisions et essayez de gagner votre concours, de réussir votre concours. Donc nous, le sentiment que ça nous donne, c'est pas un sentiment de frayeur, ni de crainte, ni rien du tout. Ça nous pousse à l'émulation. Ça nous pousse à mieux travailler. Ça nous pousse à nous exciter plus dans le travail de terrain et à poursuivre l'objectif qui est le nôtre, aller à la marée. Contrairement en 2016. À ces gens-là, on ne voit pas sur le terrain la mode, en tout cas orientée vers vous, le mouvement de suscitation des candidatures, on en voit rarement. Au profit de la coalition ABT, notamment de son président. Justement, M. Benotin, vous-même, vous avez trouvé la réponse. Vous dites que on appelle à la candidature. Et au début, vous avez dit que c'est une vérité que tout le monde connaît aujourd'hui, que ABT est candidat depuis longtemps. Donc, ceux dont vous parlez en sont encore à bénéficier d'appels à candidature. On suscite, on veut qu'ils soient. Et certains ne se sont même pas prononcés. Mais nous ne sommes plus à ce niveau. Pourquoi voulez-vous qu'on nous appelle à la candidature? C'est fait depuis. Il y a des mouvements aussi dans ce sens, mais ça n'a pas besoin d'avoir la même intensité, puisque nous ne sommes pas au même niveau sur ce terrain. Certains viennent d'arriver, excusez-moi, M. Baguidi, certains viennent d'arriver et souhaitent que les populations les voient, les connaissent. Pour la première fois, ils en parlent. Nous sommes là depuis longtemps, depuis 2010. Tout le monde sait que nous sommes là et que nous serons candidats. On ne peut pas inciter, nous appeler encore à être candidats avec la même intensité qu'on le fait à gauche, à droite, avec des candidats qui naissent chaque jour. Vous le dites, vous n'avez pas eu de crainte de voir les nouveaux acteurs politiques, les opérateurs économiques notamment, s'insérer dans la course à la présidentielle. Il se dit quand même que ces gens-là disposent de moyens économiques colossaux et que ces moyens-là vont être utilisés pendant la prochaine campagne électorale pour convaincre les électeurs de leur qualité, pour les amener à voter. Est-ce que vous ne banalisez pas quelque peu le rôle de l'argent dans le déroulement ou du moins dans la conquête du pouvoir politique? Beaucoup d'argent, c'est une présomption simple. C'est une présomption simple. Certains sont présumés en avoir beaucoup, d'autres... On a des classements de Forbes sont présumés en avoir moins. Oui, mais on ne prend pas toute sa fortune, M. Baguidi, pour venir faire la campagne au Bénin. En tout cas, plus sérieusement, ce que nous pensons par rapport à ça, c'est que nos compatriotes sont relativement mûrs aujourd'hui. L'argent, nul ne peut en minimiser l'effet sur la scène politique, bien entendu. Mais vous êtes relativement jeune, mais je crois que vous avez observé la situation politique au moins depuis 10 ans. Ceux qui ont mis le plus d'argent dans la vie politique nationale, ceux qui ont éjecté le plus d'argent, qui ont habitué les Béninois à l'argent massif, je n'en ai vu aucun devenir président de la République encore. Donc l'argent est utile, c'est clair, mais il a un rôle relatif. De qui parlez-vous à peu près? Non, vous savez bien que je ne pourrais citer aucun nom à cet effet. Mais l'argent massif
En 2006, quand le président Bounyaï venait, il y a quand même l'argent qui a circulé, l'argent massif. Oui, mais on n'a pas vu les couleurs, mais il n'est pas dit qu'il est pas. Il n'a eu aucune publication officielle, qu'il est sur son compte 240 milliards. Donc je ne sais pas si vous pensez qu'il était très très riche au départ. Enfin, l'argent est utile. Il ne peut en nier l'impact. Mais nos populations sont mûres, sauront faire la part des choses. En tout cas, nous estimons qu'elles sauront faire la part des choses et qu'elles vont démêler le bon grain de l'ivraie. Elles sauront qui veut venir jouer le rôle d'acteur confusionniste. Elles sauront voir celui qui vient jouer le rôle de juge et de parti à la fois. Et puis, elles verront bien ceux qui viennent pour asseoir une gouvernance impartiale, nouvelle, dynamique, dont le pays a besoin pour avancer. Face à ABT, votre Abdoulaye Bio Tchané, pour le compte des prochaines élections présidentielles, seront, en tout cas, vous aurez en face plusieurs autres candidats. Absolument. Entre autres, le candidat bien connu aujourd'hui, celui des forces Cori pour Bénin émergent, Lionel Zissou, qui va porter les flambeaux du parti au pouvoir pour les prochaines élections présidentielles. Quelle place occupe dans la concurrence ce candidat-là pour vous? C'est-à-dire, si vous pouvez expliciter... Sa désignation pour la coalition ABT, c'est un événement ou non un événement? Non, pour nous, il n'y a aucun événement par rapport à cela. Comme je vous disais, pour tous les candidats, nous ne sommes même pas mêlés au débat où on raconte ceci, cela. Si le candidat respecte les conditions de notre code électoral, et que les institutions chargées d'arrêter la liste des présidentiables retient un candidat, nous estimons que c'est un concurrent. Et il faut travailler sur le terrain et le battre. Voilà notre objectif. Vous considérez que c'est une chance pour ABT parce qu'il n'est pas ressortissant du Nord, connaissant un peu l'attachement que les populations du Nord ont généralement face aux candidats de leur localité? Nous ne sommes pas pour ceux qui véhiculent le schéma régionaliste, vous le savez bien, ni ethniciste. Nous pensons simplement que le vote, pour être un bon vote, pour être un vote valable, pour être un vote constitutionnel, doit être un vote national. On doit pouvoir bénéficier, pour être président de la République, des suffrages de tout le pays, de toutes les parties du pays, de toutes les ethnies. Donc, un candidat du Sud, un candidat du Nord, ce sont des débats dans lesquels nous n'allons pas, puisque ce n'est pas des débats de bon goût, ce n'est même pas des débats conformes à la Constitution. Il n'en demeure pas moins que la réalité du terrain, elle est celle qu'elle est. Le candidat Abdoulaye Bio Tchané a un plus grand activisme depuis quelques semaines dans le Septentrion, le candidat Zinsou connu, qui lui n'est pas du Septentrion. Et Tranquillien, Akat Benotin l'a très bien précisé, les ressortissants du nord du Bénin, que le débat soit un débat nauséabond ou pas, les ressortissants du nord ont cette réputation d'être attachés, beaucoup plus attachés au fils du terroir. Aujourd'hui, Abdoulaye Bio Tchané et d'autres, Issifou Koginduro, Karimou Tchabisika, ou d'autres en tout cas, apparaissent comme étant les fils du terroir, les seuls sur le terrain, alors que le président Bounyaï, qui était maître absolu et incontesté de la localité, vient donc proposer un candidat que l'on appelle d'un certain point de vue allogène. Est-ce que ce n'est pas une chance pour Bio Tchané et ne profite-t-il pas justement de cette opportunité-là, puisqu'on l'a vu abondamment sur le terrain ces derniers jours? Non, je ne le pense pas particulièrement que ce soit une opportunité. Mais croyez-moi, si un concours de circonstances favorise mon candidat, comprenez que je ne puisse m'en plaindre. S'il est sur le terrain, c'est parce que c'est le moment d'être sur le terrain, ce n'est pas parce qu'il y a Lionel Zissou ou un autre. Il faut commencer à revoir les troupes. Il faut commencer à leur rappeler que l'heure va sonner bientôt, que nous serons au rendez-vous de l'histoire. Et ABT commence à faire un petit tour justement pour faire le rappel des troupes.
Ce n'est pas en considération de tel ou tel. Maintenant, s'il y a des circonstances heureuses ou malheureuses qui convergent vers l'élection de mon candidat, croyez que je n'en serai qu'heureux. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est vrai que vous n'êtes pas de cette chapelle politique, mais on est obligé de vous poser la question en tant qu'acteur politique, ceux qui pensent que le candidat de Foscoué pour un Bénin émergent, c'est bien le couronnement des relations France-Afrique, notamment, il serait imposé par la France. Je n'ai pas de réponse là-dessus, très honnêtement. Vous êtes quand même un économiste et... Non, je suis un juriste, monsieur Ouaguedi. Et c'est vrai que je fais du droit économique, mais je suis juriste. Et je n'ai pas d'idée là-dessus parce que, bon, vous avez les rumeurs. Vous ne pouvez pas m'amener à confirmer les rumeurs si je n'en ai pas la preuve. Il y a des rumeurs qui vont dans tous les sens dans le pays. Candidat de la France, je n'en sais absolument rien. Et le président Abdoulaye Tiani ne m'a pas dit qu'il en sait quelque chose. Donc, franchement, je ne puis rien vous dire là-dessus. L'autre chose, c'est que le candidat Lionel Zinsou, économiste de formation, à la tête d'un fonds d'investissement PAI Partners, si je ne m'abuse, il y a quelques mois encore, serait le candidat du libéralisme triomphant qui n'est pas forcément le modèle économique le plus approprié pour notre pays, ne serait-ce que pour cette posture qu'il peut avoir en tant que chef de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il serait un bon président pour un pays africain? Non, je ne vous répondrai pas dans ce sens. Je répondrai que je ne souhaite pas que lui soit président. Je souhaite que ce soit mon candidat. Et si mon candidat devient président, il n'appliquera pas l'idéologie que lui prône à lui. Et il est son concurrent, il est le concurrent de votre candidat. Il est le concurrent de mon candidat. C'est pour ça que nous vous posons la question. Oui, parce que vous me dites que s'il va, je dis, je souhaite que ce soit nous qui devenions pour appliquer, pour exécuter notre programme de gouvernement. Ça ne veut pas dire que vous êtes assuré de la victoire de votre... Personne n'est assuré, non. Personne n'est assuré de rien. Mais je souhaite que ce soit nous. Mais quand vous évaluez les chances de Abdoulaye Biotchane, qu'est-ce que vous vous dites? Nous avons de grosses chances. Et vous comprenez bien que si nous sommes là en disant ce que nous disons, c'est parce que nous pensons que nous avons des chances importantes. Aujourd'hui, la coalition ABT compte combien de partis politiques et vous comptez uniquement sur les partis politiques qui constituent l'Alliance pour gagner les élections ou vous faites la cour à d'autres états-majors politiques? Si oui, quelle est donc, pas forcément la stratégie, mais le niveau auquel vous êtes aujourd'hui? Ok, vous avez fait que je ne vous parlerai pas de nos stratégies. Pas du tout, ça c'est sûr. Oui, l'Alliance, naturellement, c'est pourquoi c'est une alliance. Il y a plusieurs partis politiques, il y a d'autres qui s'adjoignent chaque jour, mais bien évidemment, personne ne peut aujourd'hui prétendre gagner les élections tout seul. Nous comptons sur plusieurs alliances, nous sommes déjà d'ailleurs en négociation avancée avec certains groupes, nous avons eu des accords de principe, avec d'autres c'est fait, donc le moment venu, ces alliances seront rendues publiques. On a vu des hommes politiques, pas des moindres, annoncer leur soutien à la cascade de ces derniers temps à d'autres candidats ou présidentiables. On n'en voit pas du tout du côté du président Abdoulaye Biotchane, même si vous dites qu'il y a des alliances qui sont en cours ou qui seront déclarées bientôt. Est-ce que le président Biotchane n'est pas en retard par rapport à ses concurrents? Non. Non, stratégiquement, il n'est pas en retard, puisque c'est le moment de faire les bonnes choses. Nous y arrivons. Patientez un peu et vous verrez nos alliances. Et vous verrez que nous avons du beau monde derrière également. On va passer en interactualité. En interactualité, si vous le permettez, si vous avez d'autres éléments à nous apporter par rapport à la coalition ABT avant qu'on ne passe en interactualité. Oui, nous, la coalition ABT souhaite franchement, vous avez vu le vaste programme d'emploi que nous avons pour les jeunes. Nous avons également un programme ambitieux et révolutionnaire pour les femmes. Nous avons aussi et enfin un projet de vastes chantiers, mettre
mettre le pays vraiment en chantier dans tous les sens, aller les travaux publics, etc., et faire en sorte que les Béninois puissent enfin retrouver la confiance, renouer la confiance d'être Béninois, que les Béninois puissent retrouver la fierté d'être Béninois, et que nous puissions mettre sur les rails un pays qui, quand on dit on va susciter l'envie, on va attirer les investissements, vous ne le faites plus. Dès que le pays est attractif, les gens viennent tout seuls. Donc nous voulons un Bénin qui attire du monde et qui inspire respect et considération. Pour attirer du monde, il faut avoir lutté contre la corruption. Et on sait très bien que le Bénin aujourd'hui, la corruption commence déjà au plus bas niveau avant d'arriver au niveau les plus élevés. Qu'est-ce que vous comptez faire pour extirper la corruption de l'administration publique? C'est surtout là que se pose le problème. Qu'il y a la corruption. Non, plusieurs solutions sont prévues pour extirper la corruption. Et il y a évidemment le contrôle. Le contrôle, et il faut renforcer à tous les niveaux les contrôles. Si vous renforcez à tous les niveaux les contrôles, extirper, je ne sais pas si cela est réaliste de le penser, mais réduire à son plus bas niveau le taux de corruption. Et puis régler un certain nombre de problèmes existentiels. Mais avec le niveau de salaire, justement, que les citoyens, les fonctionnaires ont, vous pensez que... C'est pourquoi je vous dis qu'il faut régler un certain nombre de problèmes existentiels et puis renforcer le contrôle et essayer de rendre une réalité la répression aussi, parce que lorsque la prévention est faite et que le contrôle est fait et que on tombe dans les mailles des textes, il ne faut pas éviter la répression, donc il faut réduire l'impunité qui est aujourd'hui la règle. Les Rwandais, vous le savez, ont choisi par référendum d'accorder à Paul Kagame de se maintenir au pouvoir positif pour jusqu'en 2034. Que vous inspire cette actualité rwandaise? Hélas, le Rwanda est partout en Afrique. C'est toujours cette velléité de vouloir se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Mais ce que je pense franchement, c'est que cela s'accompagne je veux dire, de la volonté des peuples d'aller dans tel ou dans tel autre sens. Donc, dans les pays où le peuple ne suit pas, cela ne se fera pas. On aurait pu arriver à des situations identiques au Bénin, mais les populations béninoises n'en voulaient pas. Ça n'a pas pu avoir lieu. Au Rwanda, le peuple rwandais veut peut-être. Pourquoi le cas de Rwanda? Les gouvernements, les peuples n'ont que les gouvernements qu'ils méritent. On a vu quand même le Burundi, les populations ont manifesté longtemps, ils ont voulu s'opposer, il y a eu le passage en force. Il y a même eu d'abord une tentative de coup d'État. Le président a réussi à se maintenir malgré le coup d'État. Il est revenu, le passage en force a eu lieu. Aujourd'hui, massacre sur massacre. Le pays est cassé. On est aux portes de la guerre civile. Absolument. Le peuple n'a pas voulu, mais le gouvernement est quand même là. Vous dites que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Non, si les peuples ne veulent véritablement pas, ils prennent les choses en main et ils réussissent à insuffler un destin différent. Vous avez vu en Tunisie, vous avez vu en Égypte, quand le peuple veut réellement... Après 30 ans ou 25 ans... Il vaut mieux, M. Baguidi, tard que jamais. Mais dès lors que le peuple est prêt, est mûr, n'en veut vraiment pas, ça finit toujours. Ça finit toujours. Et des exemples sont légion. Et on peut les citer à profusion. Merci à vous, M. Raymond Dossac. Les 90 minutes passent très vite. Ah oui. On va vous permettre de conclure. OK. Merci bien, merci. Je suis heureux d'être votre invité. Quel message passer? Je crois que les Béninois, globalement, aspirent à une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle façon d'être gouvernés. Ils veulent voir régler leurs problèmes quotidiens. L'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé publique,
et Abdoulaye Biotchané me semble être la solution. Ils sont mieux placés pour apprécier. Vous êtes la dernière personnalité que nous recevons pour le compte de l'année 2015, parlant de dimanche politique. Et vous n'avez peut-être plus l'occasion de formuler vos voeux à l'endroit des téléspectateurs ou auditeurs. Nous vous offrons cette opportunité en 30 secondes. Merci évidemment. Donc, merci bien. Donc j'en profite, puisque vous me le permettez, de présenter par anticipation à tous vos téléspectateurs et à tout le peuple béninois, en tout cas tous ceux qui nous écoutent, même au-delà des frontières du Bénin, joyeux Noël et bonne heureuse année 2016, et que surtout pour le Bénin, que 2016 soit une année porteuse d'espérance pour nos compatriotes. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Donc, Maître Raymond Dossa. Maître Raymond Dossa était l'invité ce jour de dimanche politique. Nous l'avons entendu, l'homme opiner sur la situation politique de notre pays dans son actualité. Il nous a expliqué pourquoi il n'a jamais été candidat à des élections. Il pense que dans un parti, chacun a un rôle à jouer. Le sien, c'est de porter la parole du parti, c'est de défendre donc les idéaux de Abdoulaye Biotchané et de l'Alliance ABT, et non pas de se présenter, d'être au Parlement ou dans un rôle électif. Au niveau de l'ambiance préélectorale, il est revenu à la suite de nos questions donc sur la décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui limite l'accès des personnalités politiques par ces temps de pré-campagne aux médias. Il a opiné sur le sujet. L'Alliance ABT s'en inquiète. L'Alliance ABT estime qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures et ne compte pas vraiment se limiter donc à cette simple protestation. Je pense que l'Alliance ABT, si jamais elle parvient au pouvoir, va proposer une révision du code électoral pour que ces dispositions-là en soient extirpées. Les propositions du candidat ABT ont également été l'objet de nos échanges. 500 000 emplois sur le quinquennat, comme le remboursement des spoliés de ICC, service le remboursement ou tout de même le paiement des négociations, en tout cas pour payer les fonds dus dans le cadre des affaires de justice, le respect des décisions de justice à l'avenir. Voilà autant de choses dont nous avons parlé avec Maître Raymond Dossa, dont le candidat a des concurrents sérieux, des concurrents parmi lesquels Lionel Zinsou, parmi lesquels les autres candidats, les opérateurs économiques. Il dit n'avoir pas de crainte vis-à-vis de ces gens-là, et son espoir, c'est la victoire de son candidat en 2016. C'était donc Maître Raymond Dossa sur nos plateaux. Je rappelle que Maître Raymond Dossa, notre invité, est né le 1er janvier 1956 à Zé. Il a effectué ses études secondaires au lycée Béranzin de Porto Novo. C'est donc un vrai Gazapa chaud, formation universitaire, droit, université d'Abidjan, doctorat en droit public à Toulouse en France en 1988. Il se définit lui-même comme un vieux. Docteur James William Bagdi l'a précisé dans l'introduction de cette émission. Il obtient son CAPA à Poitiers en 2005. Il devient avocat en 2006. Parcours professionnel, on retient qu'il est enseignant de droit des contrats internationaux, relations économiques internationales, avocat au début de carrière fulgurant, notamment dans le dossier des GSM avec les frères Dossou, procès qu'ils vont remporter. Également très actif dans les dossiers de la CCJA OADA pour le compte de l'ex-FUMA. Depuis environ 10 ans, il travaille aux côtés du président Abdoulaye Biotchané. Merci de votre fidélité renouvelée à Dimanche Politique. Retrouvez la rediffusion sur Eden TV ce soir dimanche à 21h et mardi prochain à 21h. Sur Diaspora FM ce dimanche à 22h. Les 2 prochains dimanches, vous allez suivre les rétros, les temps forts des derniers numéros de Dimanche Politique en attendant de vous retrouver en 2016. À bientôt.